allez, il faut qu'on les termine, ces conférences sur hommes et femmes. Donc, nous nous étions arrêtés de manière assez intempestive et rigolote sur comment l'harmonie est-elle possible si d'abord on pratique le discernement en amont. C'est ce qu'on a essayé de montrer de manière diverse et variée. Donc, on en était au fait que l'harmonie est tout à fait possible si il y a une estime mutuelle entre hommes et femmes. Dès lors, la hiérarchisation et la confiance et le fait que l'homme puisse exercer une forme d'autorité sur son épouse, qui soit confiante et en même temps qu'il bénéficie de ses conseils, de sa finesse, tout cela est possible s'il y a une estime mutuelle. Voilà. Je me suis un petit peu embrouillée, excusez-moi, les heures de sommeil sont très courtes en ce moment. Alors, je tiens à préciser que lors des premiers échanges, l'une des premières règles que l'on ne regrette jamais d'avoir mise en pratique, c'est de rester soi-même. Parce que, de facto, on rencontre une personne à un instant T de notre vie, où nous avons des défauts, des imperfections, etc. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la relation va commencer sur ce terrain-là. Et si, tel que l'on est actuellement, ça ne fonctionne pas avec l'autre, c'est que ça ne pourra pas fonctionner à long terme. Bien évidemment, c'est là qu'il faut évaluer. Est-ce que c'est parce que vraiment je me suis comportée comme un cochon ou comme quelqu'un de très désagréable? Vous savez bien qui vous êtes à ce moment-là. Si certaines choses vous impatientent, je ne sais pas, moi je suis très ordonnée, le désordre m'indispose un petit peu. Si un désordre excessif de l'ordre, je dis bien excessif, parce qu'il y a une part de désordre qui fait partie de la vie, j'ai vécu beaucoup avec des enfants, je sais qu'on ne peut jamais avoir sa classe impeccable, je sais très bien. Mais si un désordre excessif me pèse au moment où je rencontre la personne, je sais très bien que même si je deviens un ange de vertu plus tard, ça va poser problème au quotidien. Vous allez me dire, mais l'amour ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un tout petit détail ça, si tu commences à évaluer les relations amoureuses sur ces petits détails, tu laisseras jamais faire la spontanéité des relations, l'amour n'est pas dans des cases, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord et ça s'entend tout en même temps. Mais il faut le prendre en compte. Vous voyez, il y a une balance à faire, il y a un discernement à faire et qui suppose d'avoir pris en compte ce genre de petits détails. Parce que si vous vous mettez déjà en colère, si vous bouillonnez déjà intérieurement pour quelque chose, si infime cela soit-il, il faut bien se dire que ça risque de poser de plus en plus de problèmes. Voilà. Si une personne ne nous aime pas comme on est actuellement, elle n'aime pas votre style, elle n'aime pas vos vêtements, etc., attention, il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement. Il ne faut pas dire t'es nul. Non, pas du tout. Ou ah bon, tu trouves que je suis nul. Non, c'est juste que vraiment ça ne s'harmonise pas bien. Voilà. Et bien, c'est ciao, next. Et il faut savoir allier une grande charité, délicatesse dans la manière de se comporter avec la personne que l'on rencontre et une certaine rapidité de jugement et fermeté pour ne pas perdre son temps et qu'il y ait de la souffrance. Il m'est arrivé, et là je ne vais pas faire une confession publique, mais ça pourrait s'y apparenter parce qu'il faut savoir reconnaître ses torts. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes et de ne pas manifester assez tôt que je ne pensais pas qu'il y aurait de suite amoureuse. Bon, eh bien, j'ai eu tort de ne pas le manifester clairement dès le départ. Parce que quand c'est pas fait, finalement, l'autre s'attache et on ne sait pas le tort qu'on peut faire à une autre personne qui était dans une optique de peut-être construire quelque chose. Et j'ai aussi subi ce genre de choses, c'est-à-dire croire qu'il pouvait y avoir une espérance alors qu'il n'y en avait pas. Donc, essayez d'être un petit peu tranchant au début et de ne pas tout donner au début, non pas par méchanceté, non pas par rudesse, mais tout simplement pour être dans le vrai, parce que c'est une charité à faire à l'autre. Ne pas attendre de l'autre qu'il change et ne pas chercher à le changer. S'il est tel quel actuellement, il ne faut pas se dire « Oh, mais avec le temps, il va devenir comme ceci, comme cela, je vais le faire changer. » Non, 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 non. Respectez l'autre tel qu'il est actuellement. Ça me va ou ça ne me va pas, mais il ne me doit rien, l'autre. Quand on se met ensemble, c'est parce qu'on a envie d'avancer ensemble vers un idéal, mais pas parce qu'on veut se donner le rôle de thérapeute de l'autre ou prendre l'autre comme thérapeute. Et là, nous avons tous des blessures. On a parlé d'un monde en déconstruction, d'un monde où la famille est très abîmée. Donc, nous avons tous plus ou moins les séquelles de blessures familiales. Plus ou moins, mais on en a tous les séquelles. Donc, il y a un risque de croissant de vouloir devenir, parce que très souvent, quand on a soi-même subi des choses difficiles, on a envie d'en préserver les autres. Donc on a ce syndrome du sauveur. Bon.
Et ça, c'est un danger. C'est un danger. Autre première règle, bah oui, normalement il n'y en a qu'une première, mais il y en a deux premières, qu'il y ait des préoccupations communes, qu'il y ait des choses à échanger du point de vue intellectuel et spirituel, car la communication ne se réduit pas au sexe ou à l'attraction purement physique. Saint Thomas d'Aquin dit que l'amour conjugal, surtout depuis qu'il est devenu un amour sacramentel, doit être une suprême amitié. Ne pas oublier cet aspect des choses. Quand on rencontre une personne, il faut poser une évaluation. Il y a toujours des compromis à faire. On ne rencontrera jamais la personne parfaite. Donc il y a toujours des choses qui vont... Ah oui, ça ne me plaît pas. Toujours. Mais notre évaluation et notre discernement, il doit se faire dans l'idée suivante. Jusqu'où est-ce que je peux envisager le compromis? Par exemple, un homme va se dire, voilà, je rencontre telle femme, il y a ça qui me plaît. Ah oui, mais alors elle est vraiment bordélique. Vous allez me dire que je fais une fixette sur l'ordre, c'est un peu vrai. Est-ce que finalement je sens que je vais pouvoir le porter, ou est-ce que déjà dès les premières semaines, ça m'énerve? Là, il faut le peser, parce que si vous êtes mis en situation de devoir exercer la vertu de manière pénible, dès les premiers moments de la rencontre, il faut bien vous dire que ce sera invivable après. Si le plus important pour tel homme est que sa conjointe lui fasse de bons petits plats, il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils attendent de leur conjointe ou de leur épouse plus tard? C'est qu'elle cuisine bien. Bon, là vous avez le droit, hein? Bah dans ce cas-là, choisissez en conséquence. Voilà. Il faut aller en chercher une autre, parce que moi je ne sais pas faire ça. Je plaisante. Donc évaluer, peser, mettre en balance avant. Et c'est difficile pour nous tous, et je m'inclus dedans, d'arriver à discerner la tête à froid sans avoir engagé déjà des sentiments. C'est toujours difficile, toujours. On ne doit pas chercher à réfléchir stérilement, mais il faut le faire pour que ça roule mieux après, et pour qu'on n'ait plus justement à se poser 36 000 questions. Prendre le temps avant la décision pour qu'après, on ne soit plus tout le temps à remettre son choix en question. Parce que l'union est faite pour être fidèle. Les gens ne réfléchissent plus aujourd'hui. Donc, importance du discernement à ce stade-là, du silence, de la prise de recul. Enfin, lors des premiers échanges, importance de la compatibilité. Se connaître un peu avant, donc ne pas en rester à la simple sensation de papillon dans le ventre. Avant de donner quoi que ce soit dans l'ordre sensible, analyser. Par exemple, si tel homme ne supporte pas de voir la femme s'affairer à rendre sa maison nickel, ça ne va jamais tenir. J'ai déjà dit ces choses-là, je me répète, excusez-moi. Si les besoins sont semblables, la compréhension sera grande, mais la complémentarité ne pourra pas forcément se faire car chacun n'est pas en mesure d'offrir à l'autre ce dont il a besoin. Il peut arriver que deux autres se ressemblent beaucoup et que ça marche bien, mais il peut arriver que deux êtres se ressemblent tellement que finalement ils ont les mêmes besoins tous les deux, ils courent tous les deux après la même chose et ils ne se comblent pas mutuellement, au contraire. Enfin, je voudrais vraiment dire et insister sur ce point, on en est au stade des premiers échanges, voir chaque rencontre permise par Dieu comme une école de sanctification. Aucune rencontre n'est fortuite. Aucune rencontre n'est fortuite. À ce stade-là, vous avez des rencontres qui vont tout de suite fonctionner. De toute façon, d'après ce que l'on m'a vraiment dit et répété, on sait très bien, quand il y a parfois une sorte de sentiment que c'est évident que c'est la bonne personne. Et c'est là qu'il ne faut pas trop réfléchir, parce que finalement, on le sait bien quand c'est la bonne personne. Bon. Je tiens vraiment à dire que c'est difficile, lorsqu'on s'aperçoit que ce n'était pas la bonne personne, c'est difficile de couper. Il est nécessaire de marquer une coupure, parce qu'il y a toujours eu des attentes de part et d'autre, on s'est posé la question, et il y a une nécessité de faire le deuil, si petit soit-il. Et on ne le remarque pas assez sur le coup, mais toute séparation où il y a eu une mise en œuvre de l'affect va faire des blessures. Et plus on est sensible, plus les blessures risquent d'être grandes. D'où l'importance de chercher à le faire dans la charité et dans la vérité. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de dire les choses qui ne vont pas, de dire les choses que l'on doit dire,
Si jamais il y a eu de la souffrance dans les premiers échanges, et il y en a souvent, le formuler, et toujours en parlant de son point de vue. Ça, là j'en reviens aux règles de la communication. Parler de son point de vue, ne pas être dans l'accusation. Tu m'as fait ça, t'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as écrit ça, tu m'as dit ça. Parce que ça fait très mal. Mais parler de voilà ce que j'ai ressenti, voilà comment j'ai pris les choses, voilà les espérances que tu m'as données. Est-ce que tu comprends mon point de vue? Et le formuler, ça va nous permettre de passer à autre chose. On l'a dit, on passe à autre chose. Et en même temps, de faire un break net, une coupure affective, sur une base de paix. Et là, je voudrais vraiment féliciter, mais de tout mon cœur, les personnes, les hommes en particulier, qui ont le courage de le faire. Parce que ce n'est pas évident. Et en général, on se heurte à un petit peu une réaction très vive de l'autre côté. Parce que l'autre ne peut pas imaginer qu'il a fait souffrir comme ça. Et c'est là qu'on va se faire grandir mutuellement. C'est là qu'il faut être capable d'entendre quand l'autre va crever l'abcès et qu'il a le courage de venir dire « écoute, là, ça va pas du tout, parce que... » Ça demande du courage. C'est possible de le faire quand on a de l'intelligence. Il faut beaucoup d'intelligence pour être capable de s'exprimer ainsi et de comprendre le point de vue de l'autre. C'est possible quand on a une grande charité, et il ne s'agit pas seulement d'une charité, d'une empathie naturelle, c'est-à-dire que quand on est un chrétien et qu'on sait que l'autre a été racheté par Dieu, etc., et qu'il y a eu quand même une bienveillance mutuelle, on ne peut pas considérer quelqu'un qui nous a fait souffrir comme un ennemi. Sauf s'il y a eu une telle toxicité, bien sûr, que l'autre s'est comporté comme un ennemi et comme quelqu'un de méchant. Mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. La plupart du temps, il y a relation toxique ou relation qui devient toxique, mais chaque personne de son côté n'est pas toxique. Et enfin, le troisième point, c'est l'humilité. Il est nécessaire d'avoir une grande humilité de part et d'autre. Et je peux témoigner, et je remercie en particulier une personne, ça existe des personnes qui sont assez humbles pour se remettre en question et pour accepter qu'une relation n'ait pas fonctionné. Et vraiment, c'est un motif de grande espérance, de grande joie. C'est beau et ça prouve que ces personnes ont une très grande âme, une très belle âme, courageuse et humble. Et l'humilité, c'est une force. Donc, félicitations à ceux qui en sont capables. C'est édifiant et c'est rare, c'est très rare. Donc ça doit être salué à sa juste mesure. Voilà. Et ensuite, même si ça fait mal, être capable de se dire, là, il y a eu un attachement affectif, je dois couper. Donc, au besoin, s'il y a de la souffrance et s'il y a un attachement désordonné et une attente qui persiste, couper les réseaux, couper le profil de la personne, couper les échanges, passer complètement à sa vie, passer à autre chose. Parce qu'autrement, ce qui risque de se produire, c'est qu'on entretient une affection qui est désordonnée puisqu'elle n'est pas faite pour construire quelque chose. Mais là, c'est à chacun d'évaluer, de peser et d'être courageux. Voilà, de ne pas vivre dans un rêve, dans une projection. Mais vraiment, j'insiste, chaque rencontre, et même dans l'amitié, là je parle relation amoureuse, mais c'est vrai aussi dans l'ordre amical. Il y a des amitiés qui peuvent devenir toxiques alors que chaque personne était bienveillante. Parce qu'il faut bien savoir que nous sommes tous le bourreau de quelqu'un d'une certaine manière. Parce que nous avons le péché originel tout simplement. Voilà. Donc même si nous-mêmes nous sommes bienveillants, etc., il faut accepter avec humilité de se dire « je peux faire mal à des gens et je dois être capable de l'entendre ». Voilà. Enfin, dernière partie, dans l'union du mariage, même simplement naturel, l'harmonie est possible. Alors aujourd'hui, pourquoi tant d'instabilité dans les couples? Et non, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la vie est compliquée. Parce que des règles morales, quel que soit le contexte extérieur, elles sont toujours valables. Voilà. Et ce n'est pas non plus qu'on ne vit plus au Moyen-Âge. Parce que figurez-vous que la nature humaine ne change pas. Je ne dis pas que c'est aussi facile. Il y a des adaptations à faire, bien sûr. Mais il ne faut pas se cacher derrière oui, ben on ne vit plus au Moyen-Âge. Hein. Et alors? L'amour n'est plus l'amour, les sentiments humains ne sont plus la nature humaine n'est plus la nature humaine. Et c'est là que nous, qui avons encore le sens de ces choses-là, on a un grand rôle de témoignage. Voilà. Petit rappel, la bienheureuse Jacinthe de Fatima
posa la question à la très Sainte Vierge au cours d'apparitions dont elle bénéficia lors de sa maladie. Elle demanda à la Sainte Vierge, elle qui avait vu l'enfer, on peut se dire Notre-Dame a été vraiment, c'est violent ce qu'elle a fait, de montrer l'enfer à des enfants. La Sainte Vierge sait très bien ce qu'elle fait. Notre-Dame lui a répondu, les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer, ce sont les péchés de la chair. Et Jacinthe ne vivra pas longtemps après les apparitions. Elle est morte le 20 février 1920. Elle n'a pas 10 ans, mais l'une de ses dernières paroles, lorsqu'elle était mourante, était « Beaucoup de mariages ne sont pas bons, ne plaisent pas à notre Seigneur et ne sont pas de Dieu. » Je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ça, c'était apparition en 1917. Et la petite Jacinthe, ça doit nous frapper de voir qu'une enfant de 10 ans a porté ce message-là de la Sainte Vierge, particulièrement. Beaucoup de mariages ne sont pas bons, ne plaisent pas à notre Seigneur et ne sont pas de Dieu. J'ai une affection toute particulière pour Jacinthe de Fatima parce qu'elle est morte un 20 février. Elle est montée au ciel un 20 février, qui est la date de ma naissance. Alors, on va revenir dans le concret un petit peu prosaïque. Bien souvent, le problème, c'est le manque d'humilité et de vision. Figurez-vous que c'est une citation de Monsieur Pierre Blanchette, qui se découvre tout d'un coup auteur d'une grande réflexion. Le problème, c'est le manque d'humilité et de vision. Merci Pierre, parce que du coup, toute ma dernière partie va être architecturée, comment on dit, va reposer, va être fondée, va être organisée sur ces deux choses importantes pour une union durable. Vous n'auriez pas pensé à ça, hein? Humilité et vision. Petit a, humilité et service. L'harmonie, c'est quand chacun met en lumière l'autre avec humilité et le fait grandir à ses propres yeux et aux yeux des autres au bon moment. Donc on n'a pas de sens du mariage lorsqu'on n'a pas un sens du don généreux qui aidera à ce que chacun trouve sa place épanouie. Je vous cite le passage d'un très beau sermon de mariage. La preuve que l'on aime se reconnaît à la vie que l'on donne, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de la donner entière. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, a dit notre Seigneur. L'amour est une conquête, et une conquête qui coûte cher. Créer son amour demande de la patience, de la souffrance même. Pour conduire un amour de la fragilité à la force, il faut souffrir. Souffrir non seulement ensemble, non seulement l'un pour l'autre, mais encore parfois l'un par l'autre. Donc là, on est dans le contexte d'un mariage déjà établi, d'une union déjà établie. On n'en est plus à l'évaluation, est-ce que l'autre va être une pénitence constante pour moi? Non, on s'est unis, donc maintenant il n'y a plus le choix. Et il y a toujours des jours où l'amour va se purifier au contact l'un de l'autre. Et c'est là qu'il faudra comprendre que l'amour, c'est ça. Pour s'en sortir, quelques petits conseils plus pratiques, plus pragmatiques. Allez chercher ce qu'il y a de bien dans son conjoint et le souligner, le valoriser. Petit exemple, telle femme ne sait pas faire la cuisine, mais sa maison et son linge sont toujours impeccables. Pourquoi ne pas prendre un plaisir de charité à souligner la chose? C'est gratuit, ça ne sert à rien, ce n'est pas requis. Mais c'est bon de souligner le bien en l'autre. De ne pas aller chercher toujours ce qui ne va pas. Dans notre société, on a été habitué à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans l'éducation, et on oublie de mettre aussi le doigt sur ce qui va. Or, il faut qu'il y ait un pendant équilibré entre l'un et l'autre. Ensuite, comprendre les besoins de l'autre et s'y adapter. Penser à l'autre avec oubli de soi. Par exemple, si son conjoint nous dit, de manière un petit peu insistante, « Ouh là là, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de repos », il ne va pas seulement falloir le dire « Ok, va te coucher, je m'occupe de tout ». Il va peut-être falloir aller un petit peu plus loin dans la délicatesse de la charité et se dire, très bien, en quoi consiste le repos pour elle ou pour lui? Qu'est-ce qui le repose physiquement et mentalement? Parce que vous savez que le repos mental est parfois autant, voire plus important que le repos physique. Pour certains, ce sera du farniente, pour d'autres, ce sera du sommeil pur et dur, pur et simple, pour d'autres, ce sera aller faire une marche à la campagne, pour d'autres, ce sera la solitude, pour d'autres, ce sera au contraire prendre un verre dans une atmosphère amicale. C'est là qu'il faut connaître l'autre et répondre à son besoin,
pas à l'idée que nous faisons du repos. Importance des petites attentions en fonction des langages de l'amour de l'autre. Nous en avions parlé dans les premières parties. Par exemple, on va prendre un plaisir, un jour un peu difficile, à faire un plat que l'autre aime. Fleurs entretenues, etc. Un homme digne de ce nom saura également aider au ménage quand il s'agit de son antre, par exemple. Ou donner un coup de main à son épouse. Puisqu'il s'agit d'une organisation commune, on essaye de penser la vie à deux. Et il s'agit de tenir compte des compétences de chacun. Il y a certains hommes qui savent très bien faire la cuisine, c'est très apprécié. Il y a certaines femmes qui sont bricoleuses alors que leurs maris sont plus intellectuels, ben c'est très bien. S'appuyer sur les forces de l'autre. Ne pas demander aussi l'impossible à l'autre. Et puis, faire attention aux petites choses où l'autre a mis son cœur. Un coup de balai passé par un mari attentionné doit vraiment être souligné avec amour, comme s'il s'agissait d'un cadeau onéreux. Puisque vous savez très bien que la préciosité des cadeaux vient de l'attention du cœur. Vous savez très bien que les enfants, quand ils font des petits dessins à leur maman, c'est un truc patachonesque horrible, un petit gribouillis, mais il y a tellement d'amour dans le cœur de cet enfant que c'est comme un gros cadeau qu'il fait et qu'il faut souligner et recevoir comme tel. Cultiver les petites vertus, ce qu'on appelle les petites vertus, celles qui font les grands saints. Alors qu'est-ce que c'est que les petites vertus? La pauvreté. Voilà, ça c'est des petites vertus. On ne gaspille pas tout et n'importe quoi. La nourriture, le temps, le linge, l'argent. La vertu de pauvreté est importante dans les couples aussi. La patience, l'humilité, la chasteté. Et oui, la chasteté dans un mariage. Il y aurait de longs développements à faire. Autre petit conseil pragmatique. Il y a un problème des amalgames. Souvent, on plaque sur l'autre ce qu'on a souffert par le passé. C'est humain, ça nous arrive tous. Donc il faut savoir en demander pardon. Savoir remettre en question son action et sa vision, et bien se dire, ah oui c'est vrai, mais moi j'interprète toujours en lecture ceci ou cela à cause de blessures du passé. Ça demande un travail psychologique. Je ne dis pas psychologie à la noix, voilà, mais quand même, être capable de comprendre les choses. De toute façon, quand il y a de la souffrance, elle va être bien traitée quand on l'aura comprise. Autre petit conseil, ne pas se comparer, que chacun soit bien dans ses baskets, mais n'établisse pas une rivalité avec l'autre, autrement c'est fichu. On s'en fiche que l'autre soit capable de courir plus de kilomètres ou ait fait plus d'études. Autrement, qu'est-ce qui fait la grandeur de quelqu'un? Revenir à l'essence des choses. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'âme? C'est pas le fait que moi, je sais courir 5 km, toi, t'en sais en courir que 2. Ou moi, j'ai une agrégation, toi, petit ridicule, tu n'as rien. L'intelligence ne se mesure pas aux études, on le sait. Donc, valoriser l'autre. Si on l'a choisi, c'est qu'il est valable. Et alors, si on commence à traiter avec mépris son conjoint, c'est la fin des relations saines. Épargner l'autre autant que possible de ses petits problèmes, sauf si c'est pour l'autre une joie de nous alléger. Donc, souvent, il y a des maris protecteurs qui aiment que leur épouse lui confie ce qui ne va pas, parce que c'est un plaisir pour eux de pouvoir apporter un allègement, une écoute, une solution. C'est merveilleux les hommes comme ça, il y en a qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Mais parfois, il y en a d'autres, tes petits problèmes, ça pèse quoi, c'est lourd. Hein, fiche-nous la paix avec ton mal de tête ou compagnie. Donc là, c'est toujours la charité qui va nous faire deviner. Je vous rappelle que la charité rend intelligent. Un secret, c'est que la femme, la magie de la femme, c'est sa finesse de cœur, qui détecte plus facilement les blessures, les mensonges aux autres et à soi-même. La femme a cet instinct plus naturellement. Il faut s'appuyer dessus. C'est sa magie, c'est son pouvoir magique. C'est là qu'elle peut aider l'homme à grandir. D'où la nécessité que lui soit ouvert de cœur et ait une part d'humilité. Bien souvent, les hommes veulent tellement, et ça part d'une très bonne intention, ils veulent tellement soutenir, porter les choses, être toujours un roc solide, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne le disent pas, ils ne le montrent pas. Ils veulent d'abord résoudre leurs problèmes, et après, ils vont oser en faire part à la femme. C'est dommage parce que bien souvent, la femme serait très heureuse de savoir ce qui ne va pas, non pas pour dire à l'homme « Oh là là, t'es nul, tu t'en sors pas », mais parce qu'elle va avoir ce petit quelque chose, cette écoute et cette finesse qui va faire que l'homme reprendra encore plus vite des forces parce qu'il se sentira compris.
Je voudrais vous donner quelques exemples. L'exemple de Sainte Clotilde avec Clovis. Elle a prié pour qu'il ait la foi, et c'est d'une certaine manière elle qui l'a enfanté spirituellement. Vous voyez bien que finalement, entre les deux, on pourrait dire que c'est elle qui a agi le plus fortement. C'est quand même pas rien que Clovis soit devenu chrétien, qu'il ait été baptisé, et que la France soit née lors du baptême de Clovis. Ça, on le doit à la prière cachée d'une femme. C'est important de voir ces choses-là. Autre exemple, je reviens encore à l'exemple de Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique. J'ai vraiment eu de la chance qu'on me passe ce lien, vraiment, vraiment encore merci, de tout cœur. Regardez comment il y a eu le processus. Hein. Je m'appuie sur un documentaire que j'ai regardé, mais à mon avis, c'est très instructif et ça correspond à la réalité. Avant la rencontre, on va voir là les étapes, avant la rencontre, pendant la rencontre et après. Avant la rencontre, il y avait une peur initiale de Ferdinand d'Aragon. Évidemment, on est dans un contexte d'alliance politique dans laquelle monsieur et madame ne se sont pas encore rencontrés, ils vont devoir se marier sans s'être jamais vus. Bon. Peur initiale de Ferdinand d'Aragon, pourquoi? Parce qu'il était un homme à femme, parce qu'il avait compris qu'elle était très pieuse et très exigeante. Alors, si on transposait aujourd'hui, essayons de rendre la chose plus parlante pour nous, on pourrait traduire les paroles de Ferdinand d'Aragon ainsi, pardonnez-moi la vulgarité de ce que je vais dire, oh non, pitié, ça va être une tradie coincée. Ou bien, d'accord, c'est une femme vertueuse, etc., elle va être moche. Elle ne va pas être agréable, ça ne va pas être une partie de plaisir avec elle. Ou alors, elle est exigeante en vertu, pitié, elle va m'empêcher de m'amuser. Ou alors, oulala, c'est une maîtresse femme, elle va m'écraser. Alors, Denis, de la chaîne Denis Sto, vous êtes abonné j'espère. Denis m'a traduit cela dans son langage à lui. Excusez-moi, mais c'est à mourir de rire. Un mec veut une femme pas chiante. C'est exactement ça, non? Bon, ça c'était avant la rencontre. Voilà toutes les croyances qui tournaient dans le cerveau de Ferdinand d'Aragon et dans le cerveau de beaucoup d'hommes qui se cherchent une femme bien mais qui se disent « Ouh là 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 là, sur quoi je vais tomber ?» Ensuite, rencontre. Contre toute attente, il a rencontré une femme douce et respectueuse. Et ça, les hommes ont du mal à s'imaginer qu'une maîtresse femme, en sa présence, puisse tout d'un coup rentrer dans son rôle de femme qui repose sa confiance sur l'homme. Il a rencontré une femme remplie d'admiration pour lui, parfaitement, et elle n'a cessé de le faire grandir à ses propres yeux. Ça veut dire que même quand elle a trouvé que des choses n'allaient pas, elle a essayé de le rendre plus vertueux, plus sage, c'était pour qu'il soit plus admirable à ses propres yeux, à elle. Parce que son grand désir, c'était de pouvoir se dire « c'est mon héros ». Et même quand il n'était pas héros, elle a fait semblant qu'il était quand même son héros, même si entre deux, elle lui a foutu des tartes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la femme, parfois, va un petit peu secouer son mari et se montrer exigeante, mais c'est que pour que, dès que possible, elle retrouve son admiration, son estime et une forme de soumission, d'amour, bien sûr. Donc, bien savoir que finalement, elle va presque faire semblant d'oublier les fautes et les manques de son mari, pour pouvoir montrer c'est mon héros. Mais parfois, en coulisses, elle va lui dire « Dis donc, t'es pas un héros là, hein ?» Mais les autres ne le sauront pas. Donc, ensuite, dans la relation, comme cela arrive la plupart du temps, oui, on sait très bien, il l'a trompée. Bon. Et là, remarquons cette espèce de jeu vertueux. Elle a d'abord réagi d'une manière extrêmement intense, avec colère, peut-être en lui mettant une claque, pour lui faire comprendre que là, vraiment, il s'était comporté de manière indigne. Elle lui a montré son mépris sur le coup. Elle l'a remis à la hauteur. Et dès que possible, voyant qu'il avait accepté la leçon humblement, c'est elle qui a repris sa place d'humilité et de soumission. Voyez ? Résultat de ce couple incroyable, des fruits incroyables pour la chrétienté. Mais vraiment incroyables à échelle internationale, puisque ça a été jusqu'à Christophe Colomb en Amérique, la découverte de l'Amérique. Plus des fruits d'ordre économique, de paix, et puis une exaltation de la foi catholique aussi. C'est vraiment un couple extraordinaire. Là, voilà pourquoi, finalement, les secrets, c'est comment ça se passait dans l'intimité. Enfin, troisième exemple, se rappeler les lettres virulentes de Sainte Catherine de Sienne. Alors là, je ne suis pas dans un cadre de couple, mais je suis dans un cadre de
rapport homme et femme. Les lettres virulentes de Sainte Catherine de Sienne aux prélats et à tout type d'hommes, elle qui fit revenir le pape d'Avignon à Rome. Je vous livre quelques citations pour vous montrer que certaines maîtresses femmes, parfois, n'y vont pas de main morte pour faire grandir les hommes. Pour l'amour de Dieu, ne dormez plus dans une telle ignorance. Ce petit bout de bonne femme, la Sainte Catherine de Sienne, pour qui est-ce qu'elle se prenait? On pouvait dire, mais enfin, elle se prend pour qui? Ben, figurez-vous que les prélats, etc., ouh là 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 là, la maman a parlé, on a intérêt à être à la hauteur. C'est comme ça que ça se passait. Je trouve ça extraordinaire. J'aime énormément Sainte Catherine de Sienne. Ô vous qui dormez, réveillez-vous. Souvenez-vous, Monseigneur, que vous devez mourir. Hein, c'est un évêque, un prélat trop installé dans les plaisirs de la terre, les richesses, etc., la vie mondaine. Donc, Monseigneur, je vous signale que vous devez mourir, il faudrait peut-être vous préparer. Ensuite, je vous invite à mettre de l'ordre en vous-même afin d'accomplir parfaitement la tâche qui vous a été confiée. Attention, au passage, je vous dis quand même, Sainte Catherine de Sienne était une très grande ascète. Donc pour se permettre de parler comme ça, elle s'écrasait devant Dieu de pénitence, de flagellation, de jeûne, etc. C'est elle à qui Dieu a dit, a apparu en disant « Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas ». Ceci étant posé, maintenant, je t'envoie en mission, tu vas tous leur botter le derrière. Et ça commence par là, donc les femmes, ne commencez pas à vous autoriser à donner des leçons à tout le monde si vous n'avez pas commencé par vous écraser devant Dieu, faire pénitence, etc. Je dis ça pour nous parce que... maintenant, je vous dis que je veux vous voir un lion puissant qui rugisse dans la Sainte Église. Voilà comment une sainte femme forme des lions rugissants. Rapprochez-vous donc du Christ crucifié. Et ses contemporains disaient que ses paroles brûlaient comme des torches. Voilà. Enfin, dernier point pour que ça marche, donc Monsieur Pierre Blanchette nous parlait des 2 piliers pour qu'un couple fonctionne. Humilité, c'est ce qu'on vient de traiter, et enfin vision. Qu'est-ce que ça veut dire vision? Vision constructive. Eh bien, nourrir le couple par l'étude et la curiosité. Rester en perpétuelle curiosité intellectuelle et spirituelle. Ensuite, organiser la vie à 2, la pensée dans le concret, réserver des temps de qualité et départager les tâches, etc. Il y a un minimum d'organisation pour que ça roule, on voit loin. On fait des plans, on fait des projets ensemble, raisonnables, etc. Bon. Ensuite, trouver l'art d'entretenir une bonne ambiance à la maison. C'est très important, très important. Le diable nous attaque souvent par la tristesse, l'enfermement, la déprime, les mauvaises pensées, etc. C'est un instrument du démon. Il faut qu'il y ait de la joie, de la vie, de la joie de vivre. Se réserver des temps de calme et des ressourcements où l'autre n'a pas à entrer. Donc, vraiment veiller à garder un jardin secret, un jardin intérieur pour la vie intérieure. Il faut qu'on ait son coin à soi, ne serait-ce qu'un tiroir ou qu'une pièce ou qu'un petit oratoire ou qu'un moment, mais un temps des lieux et des temps de solitude dans la confiance mutuelle. Tout ça uniquement pour favoriser la vie intérieure qui est le socle et la base de la vie à 2. Et c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à vivre à 2 pour devenir attirant pour l'autre, mais c'est pour se sanctifier. Ne pas oublier de fêter les joies communes, de les souligner, de marquer le coup, cultiver l'action de grâce, se remémorer les bons moments, souligner le soir combien on a aimé telle ou telle journée. Ah, c'était bien aujourd'hui, ah, qu'est-ce que j'ai bien aimé voir mes enfants rire comme ça au bord de la mer, je sais pas, n'importe quoi. Répétez ce qui a marché. Il y a des stratégies, des choses, des événements, des actions qui ont marché, qui ont fonctionné, qui ont créé vraiment une bonne émulation dans un foyer. Le répéter, le recommencer. Exemple, telle promenade sur le canal ça a été le fun. Je dis comme les Québécois, c'est le fun. Eh bien, ne pas chercher forcément l'extraordinaire, mais renouveler cette petite expérience, puisqu'apparemment, l'alchimie était bonne et créait des moments constructifs. Et puis si ça ne marche plus, on change, on trouve autre chose. Mais pourquoi aller chercher des choses compliquées quand on peut faire simple en fait? Toujours s'appuyer sur les forces de l'autre. Bon, stratégiquement, toi tu es forte pour ça ou tu es fort pour ça. Je te fais confiance pour les menus, je te fais confiance pour ceci. Bon bah ça, tu sais très bien faire, vas-y. Savoir demander à l'autre les services pour lesquels il est efficace, car il se sentira utile et valorisé. Tout le monde y gagne. Se donner des buts et des projets communs pour toujours faire grandir la famille.
vous rappelez, une âme qui s'élève élève le monde. Ah, écoutez les enfants, j'ai vraiment envie qu'on fasse une journée de pèlerinage à tel endroit. On va se préparer, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien on va faire une découverte sur le sentier des chevaliers dans notre région. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, tous les samedis, on va se promener sur des traces de chevaliers. Je dis n'importe quoi, hein. Se donner ce genre de petits projets en famille, ça marche très bien. Accepter qu'il y ait les jours avec et les jours sans. Ce n'est pas grave. On tombe à deux, on se relève mutuellement. Il y avait une mauvaise ambiance aujourd'hui, bon, il y a les jours sans. Il pleuvait, hein, tous nos projets ont été mis à l'eau, il y a de la gadoue partout, je sais pas, il y a des trucs qui marchent pas, alors les enfants sont malades, le chien a la patte cassée, je sais pas quoi, n'importe quoi. C'est les épreuves de la vie, on porte sa croix comme ça. Prendre ça avec humour, beaucoup d'humour, ce que je ne sais pas faire. Hein. Bon, dernier point, conditions pratiques favorables, retour à la campagne. Hein? Ça, c'est une condition pratique que je souhaite à tous les foyers qui veulent vivre heureux. Je vous laisse comme ça. J'avais 2 dernières splendeurs, 2 sermons pour le mariage absolument magnifiques à vous lire, mais j'ai pas envie que ce soit trop lourd, interminable et moralisateur. Donc peut-être que je vous les donnerai en privé ou que je les lirai de manière annexe et que j'enverrai le lien. C'est un petit peu vous qui allez me guider. Soyez heureux, merci pour votre attention, à bientôt!